Alors, vous êtes dans le cadre de l'Université populaire européenne de Grenoble qui fait régulièrement des conférences, à peu près une conférence par mois pour exposer tous les sujets concernant l'Europe. Et ce soir, nous avons donc le plaisir d'accueillir un philosophe qui va nous donner son point de vue sur l'Europe et sur la manière dont elle s'est constituée par rapport au livre que vous avez écrit il y a quelques années sur ces sujets. Mais dans le cadre de l'UPEG, avant que le conférencier intervienne, nous faisons toujours, au début d'une conférence, un petit point de presse. Qu'est-ce qui s'est passé en Europe dans les mois ou les semaines qui viennent de s'écouler? Alors c'est Marielle Pic qui va faire cela ce soir, et ensuite le conférencier, bien sûr, interviendra. Ce n'est pas très très long, mais c'est important de faire toujours ce point. Monsieur l'adjoint au maire, d'ailleurs, avait toujours souhaité qu'on aille dans ce sens, il me semble aussi. Je vous salue, Bernard Béton. Je vais bien prendre le micro. Oui, alors rapidement, quelques nouvelles, sans trop monopoliser la parole et pour laisser de la place à votre invité. Quelques nouvelles de l'Union européenne sur les dernières semaines écoulées. Il y a évidemment, tout d'abord, et sans grande surprise d'ailleurs, un volet important en matière économique, bien sûr, avec probablement des nouveautés ou des nouvelles dont vous avez entendu parler. C'est difficile de les avoir évitées. Il y a d'abord eu, sur le plan économique, les recommandations de la Commission européenne qui sont arrivées début juin. Celles, vous savez sans doute, qui d'abord officialisent le fameux sursis du délai de 2 ans supplémentaires pour la France. Vous savez qu'il y a un seuil fatidique qu'il faut nécessairement respecter. La France est en deçà et a finalement obtenu un sursis qui est donc officialisé par la Commission. Et puis c'est dans ce fameux document que la Commission a donné quelques orientations, recommandations sur plusieurs points, notamment sur le système des retraites, mais aussi sur la réduction du coût du travail. Et c'est notamment sur le système des retraites que la nouvelle avait été fraîchement, le moins qu'on puisse dire, accueillie par le président François Hollande. Toujours sur la Commission, la presse spécialisée note et commente abondamment un programme d'action manifestement conséquent pour l'industrie sidérurgique, pour la relance de l'industrie sidérurgique, qui est en situation manifestement difficile, parce qu'en situation de surproduction notamment. Et il y a un gros volet sur ce sujet qui a été manifestement adopté à l'issue de nombreuses discussions et tensions au sein même de l'Union européenne. Toujours sur le volet économique, il est entré en vigueur ce que l'on appelle la réforme du Two-Pack, qui complète, sophistique, faudrait-il dire, tout le système déjà mis en place depuis plusieurs mois, le système de surveillance budgétaire pour la zone euro. Concrètement, ce système a pris la forme de 2 règlements qui obligent donc les États à communiquer très précisément un certain nombre d'éléments financiers et de resserrer la stabilité financière des États dont la situation financière a déjà été mise à mal et qui sont, selon l'expression consacrée, sous assistance financière. Et puis, et surtout, ça fera partie, je crois, d'un thème qui sera très discuté lors du prochain Conseil européen, les 27 et 28 juin 2013. Il y a eu une contribution franco-allemande à l'occasion de la visite d'Angela Merkel à l'Élysée, fin mai 2013, qui invite évidemment à renforcer l'Europe, enfin la stabilité européenne et la croissance. Dans ce rapport relativement conséquent figure notamment l'idée de la création des discussions portant sur une autorité européenne de résolution de crise bancaire qui fait couler, je crois, beaucoup d'encre sur ce sujet. Si je passe vite sur un certain nombre de sujets, puisque je n'ai que 2 minutes qui me sont accordées par notre président. Il y a des choses intéressantes quand on consulte les sites des institutions européennes, notamment toute l'activité qui se produit au Parlement.
européen, avec les sessions régulières donc du Parlement du mois de mai, du mois de juin. C'est là que l'on se rend compte le nombre de normes et de règles adoptées. Par exemple, au mois de juin, a été débattu lors de la session plénière, de la première quinzaine de juin, des règles concernant le régime européen d'asile, permettant donc de doter de droits minimums pour les demandes d'asile qui arrivent au sein de l'Union européenne. On a parlé aussi des délits au sein de l'Europe. On a évidemment parlé de la situation de la Turquie, indépendamment de l'adoption stricto sensu d'un certain nombre de normes. Au Parlement a été définitivement approuvée la nomination d'un monsieur qui s'appelle Mimica, qui est croate, et il est important de noter sa nomination prochaine, le poste de commissaire européen, puisque c'est en lien évidemment avec la Croatie qui intègre officiellement l'Union européenne à partir de juillet 2013. Tout ceci bouclant un processus d'une demande d'intégration au sein de l'Union européenne et qui a pris presque plus de 10 ans. Ces dernières semaines, c'est aussi l'espace Schengen qui a été à nouveau discuté. Le Parlement et le Conseil ont fini par conclure, disent les journalistes, soulignant par là les tensions manifestement qui ont été constatées et traversées, un accord permettant en substance à un certain nombre d'États membres d'opérer un contrôle, de réintroduire des contrôles aux frontières, mais uniquement à titre exceptionnel, pour une période déterminée, en raison de circonstances dites exceptionnelles, étant précisé que les circonstances exceptionnelles, ce n'est pas le flot, si je puis dire, habituel de l'immigration. Ce seraient des circonstances particulières, évidemment. La formule peut prêter à interprétation et suscite d'ores et déjà l'inquiétude d'un certain nombre d'États. Toujours au Parlement européen, pardon, une petite modification de détail, mais qui est en lien évidemment avec notre histoire. Le Parlement a modifié le nombre des sièges réservés à l'ensemble des députés européens, 751, imposés par le traité de Lisbonne, et tout ceci dans l'optique des prochaines élections européennes qui auront lieu en 2014. Oui. Quelques commentaires ensuite sur le plan international, c'est-à-dire l'Union européenne et ses relations avec des États hors de l'Union européenne. Évidemment, on ne peut pas ne pas parler de l'accord envisagé, ou en tout cas du lancement d'un processus de négociation, d'un accord très important avec les États-Unis, qui est un accord, disent les spécialistes, qui sera un accord historique, et la fameuse exception culturelle lancée par la France, maintenue par la France, avec les commentaires que vous devez connaître du président de la Commission, M. Barroso, qui, semble-t-il, n'apprécie pas la position française pour l'instant. Ensuite, quelques mots sur l'Union européenne et la Chine. On l'évoquait en filigrane avec notre entrevue et notre invité avant cette conférence. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est pour l'instant quelques tensions entre l'Union européenne et la Chine. L'Union européenne reprochant à la Chine de ne pas respecter tout à fait les règles du commerce international. Et l'Union européenne a annoncé le dépôt d'une plainte auprès de l'OMC contre la Chine parce qu'il y a du passif, alors très précisément sur une histoire de tube en acier inoxydable. Je lis fidèlement mes documents puisque tout ceci me dépasse assez largement. Mais ce que j'ai cru comprendre en revanche, c'est qu'il y avait sur ce sujet-là du passé. Tension également, pour l'instant encore, en tout cas, pour l'instant, entre la Russie et l'Union européenne. Il y a évidemment de très nombreux accords entre l'Union européenne et la Russie, mais évidemment, pour l'instant, il y a des difficultés, puisque là encore, l'Union européenne se plaint du manquement de la Russie au respect d'un certain nombre de règles, le tout évidemment sous fond de levée d'embargo
sur les armes en Syrie, décision prise par l'Union européenne, qui a été, là aussi, moins qu'on puisse dire, fraîchement appréciée par les Russes. 2 mots, et je termine, sur les perspectives et les mois qui arrivent de l'Union européenne, pour l'Union européenne. D'abord, c'était cette fois acté, la Lettonie va entrer dans la zone euro au 1er janvier 2014. La Commission européenne et la Banque centrale européenne ont publié leur rapport de convergence sur ce sujet, ça semble être acquis. Je l'ai dit, l'entrée officielle de la Croatie dans l'Union européenne au 1er juillet. Donc nous aurons désormais une Europe à 28. Et puis terminer par, compte tenu des échéances, que la présidence irlandaise se termine le 30 juin 2013. Et c'est la Lituanie, donc, qui prendra la suite pour la deuxième partie de l'année 2013. Voilà pour l'essentiel. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je m'en arrête là. Je vous remercie et nous laissons la place à notre invité. Bien, alors après cette revue d'actualité, on y tient, et cette revue, si vous souhaitez l'observer, vous la retrouvez sur le site de l'UPEC, puisqu'on met la revue d'actualité sur ça. Alors, nous allons passer bien sûr la parole à notre invité, notre conférencier, Bernard Stiegler, qui a fait la gentillesse d'accepter de venir dialoguer comme un philosophe avec disons des compétences à dimension économique aussi, sur sa vision de l'Europe, sa conception de l'Europe. On s'est aperçu en dînant un peu ce soir qu'on n'était pas forcément toujours sur la même ligne, mais c'est intéressant, c'est pour ça qu'il y a débat sur les réalités européennes. Il est l'auteur de près d'une trentaine d'ouvrages sur des sujets à dimension économique, parfois aussi à dimension d'économie numérique ou de télécratie, c'est-à-dire de nouvelles technologies en matière de communication et d'information, ou sur d'autres sujets encore, et notamment sur l'Europe, mais là-haut vous avez l'indication sur constituer l'Europe en 2 tomes sur ces sujets. Je lui laisse la parole et puis ensuite on pourra échanger. En tous les cas, merci d'avoir fait le détour par l'UPEG après avoir travaillé dans le cadre je crois, des études commerciales cette fois-ci dans ce domaine-là pour évoquer le bien-être économique, ce qui est tout à fait encore autre chose, le bien-être au travail, si j'ai bien compris la conférence d'avant. Merci. Le bien-être au travail et la paix économique, la question de la négociation d'un traité de paix économique. Alors, je n'ai pas donné de titre à cette intervention qui sera un petit peu improvisée, je n'ai pas écrit une grande conférence, mais je parlerai qu'on va appeler un malaise européen notamment. Toutes les grandes défaites se résument en 2 mots. Trop tard, affirmait le général MacArthur. Allons-nous attendre qu'il soit trop tard pour comprendre la gravité de la situation? Allons-nous attendre qu'il soit trop tard pour rompre avec des stratégies qui nous mènent dans le mur? C'est pas moi qui vous parle, c'est Michel Rocard, avec un économiste que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Larouturou, pardon. Et ils ajoutent officiellement, et ils ne parlent pas en fait de l'Europe, ils ne parlent pas non plus de la France, ils parlent du monde entier. Ils parlent d'abord de la France. Officiellement, il y a eu 40 000 chômeurs supplémentaires en France en avril, mais le ministère indique qu'en un mois, il y a eu 534 000 nouveaux inscrits à Pôle emploi. Si le chômage n'augmente que de 40 000 personnes, c'est que, en même temps, 494 000 personnes ont quitté les fichiers de Pôle emploi. Voilà, ça commence comme ça, le texte de Michel Rocard. Et il dit éprouver un grand malaise. Et il pose cette question, tous les deux, dès aujourd'hui, nous sommes nombreux à ressentir un malaise plus intime. Qui est donc l'homme pour être traité ainsi? Il ne parle pas simplement de la situation du chômeur français, mais il parle d'une situation que l'on retrouve à peu près dans le monde entier. Ils affirment qu'il faut changer de modèle. Je les cite encore: crise sociale, crise financière, crise climatique, crise démocratique, crise du sens. Dans tous ces domaines, nous sommes proches d'un point de non-retour. L'humanité, c'est l'ensemble de notre modèle de développement qu'il faut changer de toute urgence. Alors,
qu'est-ce que c'est que ce modèle de développement qu'il faudrait changer? Quelles propositions font-ils concrètement? Je lis encore. Il faut mettre fin aux privilèges incroyables des banques privées dans le financement de la dette publique et financer à 1% la vieille dette publique. Lutter frontalement contre les paradis fiscaux. Le Code des marchés publics doit interdire la commande publique des entreprises qui se soustraient à l'impôt. Et négocier la création d'un impôt européen sur les dividendes. En 20 ans, le taux moyen d'impôt sur les bénéfices est passé de 37% à 25% en Europe. Si l'on fait cela, nous pourrons retrouver l'équilibre des finances publiques sans austérité. Je pourrais vous lire ce texte que vous avez peut-être lu plus longuement, mais je ne vais pas le faire, je vais m'arrêter là. Je suis assez massivement d'accord avec ce que disent Rocard et Lamouturou, et en même temps je pense que ce qu'ils disent est très insuffisant. Je pense que la question à laquelle le monde est confronté, et en particulier l'Europe, qui est le continent qui souffre le plus aujourd'hui de ce qui se produit là, ça n'est plus Roosevelt, puisque vous le savez, je suppose, il se réfère à la figure de Theodore Roosevelt. Et d'ailleurs, s'il s'agissait encore de réfléchir dans la situation française et européenne, est-ce que pourrait être une politique fondée sur une démarche du type Roosevelt, New Deal, etc. Si c'était le cas, et à mon avis ce n'est pas le cas, il faudrait, quoi qu'il en soit, intégrer ce qui, 21 ans avant l'arrivée de Roosevelt et le fameux New Deal de 1933, est mis en débat à Washington en 1912, donc, autour de ce que le cinéma change au monde contemporain, pour l'Amérique du Nord à cette époque-là. Car en 1912, il y a un débat à Washington sur le sens du cinéma. Je vous signale que, vous le savez bien, mais en 1912, il n'y a pas encore eu de film à proprement parler. Le premier vrai film sortira en 1915, il s'appelle Naissance d'une nation. Il est américain. En 1912, les studios de Hollywood ne sont pas encore construits, même si déjà il y a quelques baraques qui sont en train d'être montées à Los Angeles. Et pourtant, déjà, les Américains sont en train de repenser en profondeur un nouveau modèle industriel dont ils vont se faire les porteurs, qu'on appellera plus tard The American Way of Life. Si je vous parle tout à coup du cinéma, c'est bizarre, alors vous allez me dire, c'est parce qu'on parle de l'exception culturelle. Il aurait fallu parler aussi, on va en parler, de la télévision grecque. Mais si je vous en parle, c'est aussi parce que Michel Rocard, il y a 7 ans à peu près, dans les matins de France Culture, avait déclaré « Ah non, la culture, il ne faut pas que l'Europe s'occupe de ça. Il faut au moins que les États puissent s'occuper de la culture. Il faut au moins leur laisser cela, il avait dit exactement. » Les Européens, je crois, n'ont pas bien compris ce qui s'est passé au XXe siècle. Les États-Unis, c'est un État fédéral fondé sur 50 États qui ont fait du cinéma leur politique d'intégration, un pays d'immigration, comme tout le monde le sait, et de constitution, à la fois d'intégration d'un imaginaire, très très bien décrit par un certain nombre d'historiens du cinéma, qui reconstruit l'histoire de l'Amérique de manière absolument fictionnelle et qui donne un sentiment d'identité et d'identification à une histoire de l'Amérique qui n'a jamais existé. Mais c'est aussi la façon de constituer un marché national pour ce très grand pays qui va permettre, c'est ça qui est en débat à Washington en 1912, de conquérir un marché mondial, déjà en 1912. Les sénateurs américains ont compris que le cinéma allait changer l'économie planétaire. Comme je le disais tout à l'heure pendant ce dîner, j'ai été directeur de l'INA pendant quelques années. Et en tant que directeur de l'INA, je représentais les intérêts de l'audiovisuel français à Bruxelles. Et en 1997, en 1998 plutôt, la politique européenne d'investissement
dans ces industries, cinéma, multimédia, etc., représentaient 0,03% du budget européen. C'est-à-dire 3 fois moins que ce qu'on donnait aux gens qui plantaient du tabac en Europe, c'est-à-dire essentiellement les Français. On prétend très souvent à la Commission européenne qu'il faut suivre le modèle américain, qui est moderne, et qui repose sur l'absence d'intervention de l'État dans l'économie. On soutient qu'il n'y a pas de politique ni économique ni industrielle américaine, que l'État fédéral se contente d'arbitrer les conflits. C'est absolument faux. Aujourd'hui, la question, ce n'est plus le cinéma, c'est le numérique. Comme le cinéma a bouleversé en totalité la face du monde, à travers aussi bien Hollywood que la Nouvelle Vague et tant d'autres cinémas, dont celui de l'Inde, par exemple, de l'Égypte. Aujourd'hui, le numérique est en train de bouleverser encore bien plus profondément le futur de l'humanité. Et non seulement il bouleverse la culture, les modes de vie, les échanges commerciaux, la fiscalité, etc., mais il affecte très profondément toutes les formes de savoir. D'ailleurs, vous avez dû entendre parler de cela, autant on a parlé au XXe siècle, qui est le siècle du cinéma aux États-Unis, qui passe par là, et il y avait une phrase qui disait « il vaut bien mieux envoyer des films Mickey que des GIs », et donc c'est d'abord par là qu'on exerce une influence. Et quand on ne peut plus faire autrement, on envoie des GIs, mais ça coûte cher, ça fait des morts, les Américains n'aiment pas cela. Aujourd'hui, l'État fédéral américain ne parle plus de soft power, mais de smart power. Le smart power, c'est la prise de contrôle de la production des savoirs sous toutes leurs formes. Les savoir-vivre, les savoir-être, les savoir-faire, les savoirs conceptualisés, les savoirs formels. L'Université de San Diego a montré que l'État fédéral américain, en 20 ans, entre 1980 et 2000, a investi 1000 milliards de dollars d'argent public dans la recherche et le développement à travers l'armée, basée essentiellement en Californie. Et si aujourd'hui vous voyez la domination de Google, de Facebook et toutes ces entreprises, c'est parce que l'État fédéral américain a une politique. Et si aujourd'hui l'Europe ne va pas bien, c'est parce que l'Europe n'a pas de politique. En 1989, j'étais professeur nommé à l'Université de Compiègne, où je suis toujours d'ailleurs professeur associé. Et le président de l'Université de Compiègne de l'époque m'a dit, spécialiste de philosophie des sociétés industrielles, c'est ça mon domaine. Il m'a demandé d'organiser, avec la Cité des Sciences, qui avait un partenariat avec l'Université de Compiègne, un séminaire sur l'innovation industrielle. Et de réfléchir avec les grands industriels qui sont partenaires de la Cité des Sciences, car il y a une fondation à la Cité des Sciences, les grands industriels, pas seulement français, européens, même du monde entier. Il m'avait demandé de réfléchir aux questions d'innovation dans ce secteur émergent, disons, de l'électronique au sens large. Et à cette époque-là, on parlait beaucoup de la TVHD, télévision haute définition. Et en particulier, l'Europe et le Japon cherchaient à mettre au point une norme qui s'appelait D2Mac Packet, qui était une norme qui avait pour but de diffuser par satellite des images de très haute définition. J'ai fait ce séminaire, j'ai rencontré beaucoup d'industriels, et j'ai constaté que les industriels américains ne s'intéressaient absolument pas au sujet. Et donc je me suis demandé ce qui se passait. Je trouvais ça très bizarre que les États-Unis ne s'intéressent pas au sujet. Alors il faut cela dit préciser que en 1979 était sorti le premier magnétoscope JVC, il était japonais. En 1983, RCA, qui était la plus grande entreprise électronique du monde, et qui était intégrée horizontalement et verticalement, qui produisait du matériel, qui avait des milliers de stations de radio, de télévision, qui avait des catalogues de musique, de films, qui investissaient à Hollywood, etc. Eh bien, RCA a été revendu à Thomson, une petite entreprise française. Et les Américains n'étaient pas là pour discuter de l'avenir de l'audiovisuel.
et de la TV HD. Alors j'ai, pour essayer de comprendre, sollicité des avis, consulté des spécialistes, et j'ai rencontré un économiste, qui s'appelle Lionel Levasseur, qui était ensuite un économiste de France Télécom, et qui m'a dit, mais les États-Unis ont fait un choix stratégique. Ils ont choisi le numérique. Ils ont dit, la télévision sera numérique, elle reposera sur les microprocesseurs, et on exploitera les avantages que nous fournissent le contrôle de la loi de Moore, à travers l'entreprise Intel en particulier, et nos entreprises américaines, Microsoft et tant d'autres, Apple, vont devenir les reines de l'audiovisuel. Plus tard, j'ai été nommé directeur général de l'INA. En 1987, le 3 avril 1997, précisément, la FCC, la Commission fédérale des communications américaines, qui est composée de représentants de l'État, de l'armée, des universités, mais aussi des grandes entreprises, etc., a pris une mesure annonçant qu'elle recommandait à toutes les entreprises de radio et de télévision des États-Unis d'abandonner toutes les technologies analogiques d'ici à 2003, c'est-à-dire 6 ans plus tard. Et elle a ajouté que, de toute façon, en 2006, il n'y aurait plus de plan de fréquence. Elle supprimerait tous les émetteurs pour rendre les fréquences à l'armée américaine. Que s'est-il passé? L'industrie américaine de l'audiovisuel numérique a été boostée complètement. Microsoft a acheté d'ailleurs des studios à Hollywood, etc., etc. Microsoft a d'ailleurs raté sa stratégie, mais l'Amérique, elle, ne l'a pas du tout raté. Et d'ailleurs, cette même année, j'ai rencontré, comme tous les responsables des entreprises audiovisuelles européennes, un vice-président de Microsoft qui s'appelait Craig Mundie, et qui m'a dit, comme à tous ces gens-là, nous, Microsoft, on accède à 100 millions de personnes aujourd'hui via le micro-ordinateur, mais il y a 1 milliard de téléviseurs dans le monde, donc ce qui nous intéresse, c'est la télé, c'est pas l'informatique. Mais nous allons inventer une nouvelle télévision qui va passer par quoi? Ben aujourd'hui, pas par Microsoft, mais par Google, et en l'occurrence par YouTube, qui vient de lancer une vingtaine de chaînes de télévision, qui vous permet, si vous voulez regarder ma chaîne de télévision, qui s'appelle pharmacon.fr, et si vous voulez regarder à peu près 350 conférences qui sont en ligne sur Ars Industrialis, vous pouvez le faire en allant sur YouTube. Il y a beaucoup de monde qui les regarde. Pendant ce temps-là, la politique européenne en est encore à discuter avec M. Barroso de l'intérêt ou pas d'une exception culturelle. La question étant d'ailleurs de savoir est-ce que c'est vraiment l'exception culturelle qu'il faut défendre, ou est-ce qu'il ne faudrait pas défendre quelque chose de nouveau, de radicalement nouveau. Le problème de l'Europe, qui ne va pas très bien, mais elle n'est pas toute seule à aller mal, c'est qu'elle n'a aucune politique, ni industrielle, ni culturelle, ni même universitaire. Parce que créer la mobilité Erasmus, donner les standards de Bologne, etc., ça n'est pas une politique universitaire. C'est une politique administrative, c'est une politique d'administration des universités, ce qui n'est pas du tout la même chose. Une politique universitaire, c'est par exemple, vous allez me dire, ça, voilà le philosophe, c'est par exemple le discours d'Emmanuel Kant sur le conflit des facultés à la fin du XVIIIe siècle, qui va configurer une politique qui sera concrétisée par Humboldt, qui s'appellera l'Université de Berlin, et qui sera le modèle de l'ensemble des universités européennes. Ça, c'est une politique universitaire. Mais ça fait bien longtemps, depuis Humboldt à peu près, j'exagère, il y a eu Jules Ferry qui a eu une politique universitaire. Ça fait bien longtemps qu'on n'a plus de politique universitaire à proprement parler. Mais en tout cas, l'Union européenne elle-même n'en a jamais eu. Elle n'en a jamais eu parce qu'avoir une politique universitaire, ça suppose d'avoir une vision du savoir à venir. Et cette vision du savoir à venir, elle est en train de s'élaborer, mais malheureusement, elle ne s'élabore pas en France ni en Europe. Elle s'élabore au Japon, aux États-Unis, en Corée, en Chine, et pas ici. Ce qui est produit en Europe, c'est du non-savoir, par un pur mimétisme d'un modèle américain totalement mythique. Ce modèle américain, c'est on n'intervient pas, on laisse faire. C'est absolument pas du tout ce que font les Américains. La puissance de Google aujourd'hui, qui il y a 10 ans vous ne saviez même pas que c'était que Google,
Peut-être que si. En 2003, on commençait à savoir ce que c'est Google. La puissance de Google aujourd'hui, qui est pas la plus grande entreprise du monde, il y a beaucoup plus grand que Google, mais l'entreprise qui a pris le contrôle de toute la dynamique planétaire. C'est le résultat d'investissements qui ont été pensés dès 1988 aux États-Unis et par quelqu'un qui s'appelait Albert Gore, qui était alors sénateur. Albert Gore, dans la tradition des sénateurs américains, est quelqu'un qui a produit une vision de l'avenir de l'Amérique. C'est sur cette base qu'il est devenu vice-président des États-Unis, et il aurait d'ailleurs dû devenir président des États-Unis s'il n'avait pas été lésé par une modalité électorale absolument scandaleuse qui existe aux États-Unis, comme vous le savez, puisqu'il était majoritaire en voix, et pourtant il n'a pas été élu. L'Europe, vous l'avez remarqué, s'est construite quand même sur une série d'abandons de souveraineté. Par exemple, la Banque Centrale Européenne, qui a privé les États de toute initiative dans le domaine monétaire, ce qui est extrêmement grave, car on ne peut pas mener de politique industrielle si on n'a pas la maîtrise de la politique monétaire. Et je dirais, la BCE n'a pas non plus de politique monétaire. Pour avoir une politique monétaire, il faut être capable de battre sa monnaie, c'est-à-dire de se faire... L'Europe a interdiction d'emprunter, de se faire crédit elle-même. Elle est obligée d'emprunter sur des marchés financiers qui sont devenus ultra spéculatifs. L'Europe met en œuvre toutes sortes de mesures, de directives, qui ne passent pas par Strasbourg et le Parlement européen, et qui discréditent totalement les élus européens. Après, on s'étonne que les Européens ne croient plus en l'Europe. Qui sont les responsables de tout ça? Vous et moi, nous tous, les partis politiques d'Europe, qui ont marché dans cette démarche. Le problème n'est pas de trouver simplement des responsabilités, c'est d'analyser des facteurs de causalité, et certainement pas de désigner des coupables. Une responsabilité n'est pas une culpabilité, c'est une erreur. Ce n'est pas une faute. Maintenant, si on veut analyser cette situation, qui, comme le disait le général MacArthur, peut devenir très grave s'il est trop tard, si on laisse faire, laisse arriver le trop tard. Si on veut analyser cela, eh bien il faut se tourner vers l'Amérique. Qu'est-ce que c'est que l'Amérique? L'Amérique, jusqu'à la fin du XIXe siècle, a été une excroissance de l'Europe. Et jusqu'à la fin du XIXe siècle, grosso modo, avec un dynamisme de pionnier qu'on ne trouve que dans ces peuples-là, de pionniers, l'Amérique du Nord s'est emparée de l'esprit des Lumières, c'est ce que raconte Al Gore dans un livre d'ailleurs, qui s'appelle La raison assiégée, et a refondé cet esprit des Lumières, aussi dans une tradition évangéliste et protestante, sur des bases nouvelles qui n'héritaient pas de l'énorme patrimoine mémoriel et des énormes contraintes que comporte toujours un patrimoine qui s'imposait aux Européens. Et l'Amérique, c'est un pays européen au départ. À la fin du XIXe siècle, vous le savez, le grand capital industriel qui est né en Europe, en Angleterre, en Allemagne et en France. Ce grand capital industriel entre en crise aux alentours de 1880. Un type qui s'appelle Marx écrit au début des années 1860 que ce système s'écroulera nécessairement parce qu'il est pétri de contradictions. Et en particulier, il est contrarié de l'intérieur parce que Marx appelle la baisse tendancielle du taux de profit, dont il montre qu'elle aboutit à une perte de la rentabilité des investissements, une augmentation du chômage, une surproduction, etc., et un écroulement inévitable. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Le capitalisme européen de la fin du XIXe siècle se porte mal, tellement mal, qu'il va engendrer la Première Guerre mondiale. Le capitalisme américain ne se porte pas beaucoup mieux, d'ailleurs, parce qu'il est fait sur la même facture. Il y a une grande crise aussi au début des États-Unis, une crise financière au début du XXe siècle aux États-Unis. Mais les États-Unis inventent un nouveau capitalisme qui s'appelle le consumer capitalism et qui est basé sur la combinaison de la production à la chaîne, c'est-à-dire du taylorisme permettant d'augmenter l'égale productivité d'un facteur extraordinaire, et le développement des industries culturelles qui vont permettre, à travers le cinéma, la radio, puis la télévision, de mettre en œuvre quelque chose qu'un neveu de Sigmund Freud, Edouard Bernays, appelle
les relations publiques et qu'aujourd'hui nous appelons le marketing. Le marketing, ça n'existe pas au XIXe siècle en Europe. Il existe la réclame. Il existe d'ailleurs une société des annonces qui, en 1865, fusionne avec l'agence Havas, mais ça n'est pas du tout du marketing. C'est de la, on appellerait ça de la publicité. Le marketing, c'est beaucoup plus que de la publicité. Ce modèle qui se développe au XXe siècle en Amérique, qui va d'abord avoir un certain nombre de difficultés, qui ne va pas marcher tout de suite. La première usine de production à la chaîne de Ford, c'est 1913, un an après le débat dont je vous parlais tout à l'heure sur le cinéma. L'objectif de Ford, c'est d'arriver à 1 million d'automobiles par an. Le problème, c'est de les vendre, lui dit Edouard Bernays. C'est très joli de les produire, mais qui va les acheter? Ça ne marche pas tout de suite. Même si, très rapidement, Ford arrive à une production de 250 000 automobiles par an, dès 1915, je crois. Il va très vite. Mais ça ne marche pas tout de suite, et puis ça conduit, ça et beaucoup d'autres problèmes, à 1929. 1929, c'est l'écroulement du capitalisme américain. Parce que c'est en Amérique que commence cette crise, pas en Europe. En Europe, il y a d'autres problèmes, le traité de Versailles, bien d'autres problèmes. Et la combinaison de 1929 et des problèmes européens va donner la Deuxième Guerre mondiale. Mais, en 1933, Roosevelt socialise le modèle fordiste en faisant venir Keynes et en appliquant quelque chose qu'on appellera plus tard le welfare state, la redistribution, et en disant ce modèle ne peut pas se développer si les gens n'ont pas un minimum de pouvoir d'achat. Et donc, l'objectif de la société américaine, c'est le développement du pouvoir d'achat. Le capitalisme européen du XIXe siècle se contrefichait du pouvoir d'achat. Le capitalisme européen du XIXe siècle ne redistribuait rien, il contenait la richesse dans un monde qu'on appelait la bourgeoisie, et cette bourgeoisie était multistratifiée. Il y avait la petite bourgeoisie, les domestiques par exemple, les instituteurs, les curés. Il y avait la moyenne bourgeoisie, les cadres, les entrepreneurs. Et il y avait la grande bourgeoisie, la banque que décrit Stendhal, etc. Lucien Lebel, Balzac. Ça ne redistribuait pas du tout. C'est-à-dire que le développement du capitalisme, c'est ce que dénonce Marx, reposait sur l'appauvrissement des producteurs. C'était la condition de son développement. C'est ce que montre Marx, pour des raisons que je ne vais pas exposer ici. Le XXe siècle, à travers les États-Unis, dans la première moitié du XXe siècle, c'est plus du tout ce modèle-là. C'est un modèle redistributeur qui repose sur plusieurs composantes. D'une part, une mutation technologique qui permet, par ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail, d'augmenter les gains de productivité. Deuxièmement, la capacité à contrôler les comportements à travers le cinéma et la radio, puis la télévision. Un des grands penseurs de cela s'appelle Orson Welles. Troisièmement, une théorie de l'innovation qui est formalisée à la fois par Joseph Schumpeter et par Edouard Bernays. Schumpeter, c'est un économiste autrichien. Edouard Bernays, c'est le neveu de Sigmund Freud. Et il dit la seule façon de faire consommer les gens, c'est de capter leurs désirs et d'orienter leurs désirs vers des marchandises. Parce que spontanément, les gens ne veulent pas consommer. J'ai eu le privilège de faire partie d'un conseil d'orientation de France Télécom, à l'époque où France Télécom a discuté de l'intérêt stratégique des brevets de la téléphonie mobile, du téléphone cellulaire, GSM. Eh bien, figurez-vous que France Télécom a décidé de ne pas exploiter cette norme. Parce que France Télécom a étudié le sujet, a demandé à des tas de Français ce qu'ils pensaient du téléphone, et ce qu'ont répondu les Français, très très large majorité, on n'en veut pas de téléphone mobile, ça coûte cher, ça sert à rien, on en a déjà un, puis en plus ça va nous attirer des tas d'ennuis. C'était la même réaction que ce baron qui disait on ne me sonne pas au téléphone. 10 ans plus tard, le baron en question avait évidemment le téléphone, et aujourd'hui, vous avez presque tous dans cette salle, dans votre poche, non seulement un téléphone, mais un smartphone. Et qui est-ce qui a exploité ces brevets? C'est Nokia, qui ne fait pas partie de l'Europe. Alors, je pense que les Européens n'ont toujours pas compris ce qui s'est passé en 1912 à Washington. Il serait temps de se réveiller. Parce qu'en plus, il s'est passé depuis beaucoup d'autres choses. En 1988, donc, Albert Gore a écrit un rapport en tant que sénateur. Ce rapport disait il se passe des transformations dans le champ de l'informatique et des télécommunications qui vont modifier très profondément les échanges entre les individus et les groupes.
en 1993, alors d'abord en 1992, il a été élu vice-président des États-Unis avec William Clinton, et en 1993, il a donné à un Européen qui s'appelle Tim Berners-Lee, qui est un Anglais, et qui travaillait en Suisse, en Europe. Il lui a dit, mais vous êtes très intéressant, monsieur, on va appliquer votre innovation à un nouveau modèle qui va s'appeler le web. Et le 30 avril 1993, il y a 20 ans et 2 mois, l'Amérique du Nord a refait son avenir. Parce qu'elle était très mal partie. Je vous signale qu'à cette époque-là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais elle n'allait pas bien. Elle n'allait pas bien, elle avait beaucoup de problèmes industriels, beaucoup de problèmes monétaires, beaucoup de problèmes diplomatiques. Et avec Al Gore, tout à coup, elle a rebondi. Elle a rebondi parce qu'elle a pris le contrôle du devenir industriel planétaire. Qu'est-ce que ça voulait dire de décider de créer le web accessible à tout le monde, à tous les pays du monde, à tous les citoyens du monde, sous des initiatives américaines? Ça voulait dire piloter le développement du monde. Et c'est ce qui s'est passé. Alors ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe ne va pas bien parce que, pour 1000 raisons bien entendu, il y a toutes sortes de causalités. À tout fait historique, il y a toujours une multifactorialité causale. Mais je pense qu'il y a toujours des facteurs qui déterminent les autres facteurs, qui surdéterminent les autres facteurs, qui les conditionnent. Dans un monde industriel, la technologie est absolument majeure. Si l'on n'a pas une stratégie de développement technologique, on est un vassal. Et l'Europe est en train d'être vassalisée. Le numérique change absolument tout. Bien entendu, les rapports commerciaux, il ne vous a pas échappé qu'une part extrêmement importante aujourd'hui des échanges commerciaux se fait sur Internet, échappe à la TVA, échappe aussi aux acteurs locaux, sert les intérêts de eBay, de toutes sortes d'entreprises de ce type. Il n'y en a pas une qui soit française. Il n'y en a pas une qui soit européenne. Elles sont toutes américaines. Et elles sont le résultat d'une politique qui est menée depuis 30 ans, qui a commencé au début des années 80. Pendant ce temps-là, d'ailleurs, il s'est passé des choses sur le plan géopolitique et géoéconomique très très importantes. Au début des années 80, un changement fondamental se fait en Amérique du Nord. Ronald Reagan devient président des États-Unis. Un an plus tôt, Mme Thatcher a pris la tête de la Grande-Bretagne. Et ces acteurs-là, ces acteurs nord-américains et anglais, disons anglo-saxons, ont débattu pendant 10 ans les conséquences de ce qui s'est passé lorsque l'OPEP, au début des années 70, a décidé, 10 ans après sa création, l'OPEP a été créé en 1962, juste après les guerres de décolonisation, les guerres de libération, comme on disait autrefois, l'OPEP, 10 ans plus tard, décide de mettre en œuvre une économie d'offres dans le domaine pétrolier et non plus une économie de demande. Les États-Unis et l'Angleterre interprètent cette transformation, cette nouveauté, comme étant une nouveauté majeure, un changement historique. Ce changement historique, c'est le suivant. Les anciens pays colonisés, l'Algérie, le Moyen-Orient, tant d'autres, l'Asie, sont désormais émancipés. Ils ont pris conscience de la valeur de leurs matières premières et de leurs énergies. Ils ont décidé d'en prendre le contrôle et de ne plus se soumettre. Ils vont faire une accumulation de capital très importante et ils vont devenir des acteurs industriels. 10 ans plus tard, on parle des fameux dragons. La Corée devient un acteur fondamental. Et toutes sortes de fonds qu'on appelle aujourd'hui souverains se constituent, qui sont le résultat de cette transformation, dont parfois certains pays d'Europe profitent, comme la Norvège et l'Angleterre, qui ont des plateformes pétrolières dans la mer du Nord, comme vous le savez. Cela étant, l'analyse qui est faite par les stratèges du capitalisme anglo-saxon de cette époque-là est la suivante. Inéluctablement, les outils de production et la propriété des moyens de production, comme Marx l'appelait, va passer en dehors de l'Occident. Eh bien, c'est tant mieux.
C'est tant mieux parce que ça va nous débarrasser de toutes sortes d'ennuis et ça nous permet de mettre un terme à quelque chose qui nous, les républicains ou les conservateurs de Grande-Bretagne, nous énerve depuis très longtemps, qui s'appelle le New Deal. On va mettre un terme à ce qui s'est fait en 1933. Et non seulement cela, mais dans la mesure où, à travers cette exportation de la technologie de production et la mise en œuvre du réseau de communication, un Américain du Parti républicain qui s'appelle Crystal a fait toute une analyse sur les conséquences du développement des réseaux de communication dans les années 80. Si ça vous intéresse, vous trouverez ça sur Internet. Il faut comprendre que désormais, disent ces acteurs, le capital doit se financiariser, c'est-à-dire doit se séparer des unités de production et doit fonctionnellement ne plus être dépendant des unités de production. Il doit devenir spéculatif. C'est ce qu'on appelle la financiarisation, et c'est le vrai début de la mondialisation, car c'est ça la mondialisation. Et il faut que ces fonds spéculatifs spéculent non plus au niveau des économies nationales, mais au niveau des marchés mondiaux. À partir de là, ce qui va s'imposer dans les entreprises dans les années 80, c'est ce qu'on va appeler le marketing stratégique. C'est-à-dire le pilotage des entreprises par le marketing et non plus par des projets entrepreneuriaux, non plus par des projets d'entreprise, mais par des projets d'actionnariat, ce qui est tout à fait autre chose. L'Allemagne a d'ailleurs bien résisté économiquement aussi parce qu'elle a su limiter les effets de cette logique, ce que n'a pas su faire la France. Un monsieur qui depuis a disparu de la scène publique officielle, qui s'appelle Dominique Strauss-Kahn, a mis en œuvre les stock options, par exemple, en France. Et c'est la social-démocratie française qui a fait cette mise en œuvre en France. Et cette logique des stock options, c'est la logique de la financiarisation. Alors, quand on regarde comment fonctionne aujourd'hui l'Europe, et là je parle surtout de la Commission européenne, qui ne sait répéter qu'une chose, c'est il ne faut pas intervenir. Nous sommes là essentiellement pour rendre fluide l'action du marché sur le continent européen. Eh bien, on s'aperçoit que, d'une part, cette logique détruit l'Europe, parce qu'une logique comme celle-là, c'est une logique qui consiste à détruire tous les systèmes sociaux. Si vous avez un système technique qui est exporté des États-Unis, par exemple Google qui débarque au Facebook, et que vous n'avez aucun contrôle vous-même sur place, ça vous explose tout. Les structures familiales, les structures universitaires ou académiques, la fiscalité, absolument tout. Il y a un rapport qui a été publié il y a 3 mois par Nicolas Collin et Pierre Collin, qui sont des fiscalistes, des spécialistes de ces questions, et qui montrent la perte de fiscalité considérable qui s'est opérée à travers cette transformation. Si vous êtes dans cette attitude qui consiste à répéter l'idéologie répandue par les États-Unis dans le monde, mais jamais appliquée en aucun cas aux États-Unis, sauf pour une chose, c'est la défiscalisation. Mais c'est en train de changer. Vous avez peut-être remarqué que l'État fédéral, maintenant, commence à dire à Apple qu'il faut vous rapatrier. Vous avez peut-être entendu parler du fait que Facebook a eu un conflit avec la Virginie, où il est basé, et que la Virginie a dit à Facebook, c'est scandaleux, vous ne payez pas d'impôts, il faut maintenant que vous payiez des impôts. Donc ils se remettent à payer des impôts. La Commission européenne, au début des années 80, qui est très très différente de ce qu'elle était au début de l'Europe, quand l'Europe a été fondée par Schuman et un certain nombre d'autres grands acteurs, la Commission européenne a été le bras armé de l'application de ce qu'on appelle la stratégie du choc, mise en œuvre et pensée à Chicago par Milton Friedman. Et cette logique a été mise en œuvre de manière aveugle, sans aucune capacité critique, même pas par une conviction fondamentale, mais par simple bêtise, par simple mimétisme et par grande incompétence. Et cette incompétence est une incompétence d'économie industrielle. Y compris d'ailleurs, on nous a dit, à la fin des années, au début des années 70, Alain Touraine a dit, nous entrons dans la société post-industrielle. Mais qu'est-ce que c'est que cette fable? Nous ne sommes pas du tout dans une société post-industrielle. Tout est devenu industriel. L'éducation est en train de devenir industrielle. La santé est industrielle. Vos relations avec vos amis sur Facebook sont industrielles. Absolument tout est industriel. Et nous sommes versés en Europe de cette fable qu'on serait dans une société post-industrielle, conviviale, etc. Et qu'il faudrait, maintenant, abandonner les questions, par exemple, stratégie technologique. Mais c'est n'importe quoi.
Alors je pense qu'il est temps de se réveiller, qu'il est temps, même quand on est d'accord avec ce que dit, si on l'est, moi je suis assez d'accord avec l'analyse de Rocard et Larouturou sur la question de la finance, mais le problème n'est pas là. En 2008, ce qui s'est passé, ce n'est pas une explosion de la finance mondiale, c'est l'effondrement du modèle consumériste, qui ne marche plus. Et ce modèle consumériste, qui est devenu pétri de contradictions, il ne marche plus pourquoi? D'abord parce que l'imposition de l'idéologie ultralibérale de Milton Friedman a rendu les consommateurs insolvables. Ce que disait Roosevelt, c'était que si on produisait des voitures, il fallait les vendre. Et pour pouvoir les vendre, il fallait que les gens qui les produisent gagnent suffisamment d'argent pour les acheter, donc il fallait faire de la redistribution, ce qu'on appelle du pouvoir d'achat. Eh bien, ça ne marche plus. Et c'est pour ça qu'on a fait les subprimes. Les subprimes, ça sert à dissimuler l'insolvabilité des consommateurs. Le problème, c'est que ça produit une insolvabilité des banques, qui n'est que potentielle pendant un certain temps, puis qui devient actuelle tout à coup en 2008, et que cette insolvabilité des banques produit une insolvabilité des États qui sont obligés de recapitaliser les banques, etc. C'est un cercle infernal. Et ce cercle infernal, l'Europe doit en sortir. Et elle peut en sortir. Elle peut tout à fait en sortir. Pourquoi? J'ai souligné tout à l'heure que Tim Berners-Lee, c'est un Européen. Je travaille avec lui, directement. Je suis partenaire de Tim Berners-Lee. C'est quelqu'un que je connais. Il y a un de ses assistants qui s'appelle Harry Halpin et travaille chez moi, avec moi. L'Europe a, en France notamment, parmi les meilleures équipes de mathématiques appliquées, de génie logiciel, a de très très bonnes équipes de télécommunications. Pendant longtemps, le CNET était au monde un des meilleurs laboratoires, qui a été démantelé d'ailleurs, sur prescription de Milton Friedman, c'est-à-dire qu'il fallait tout privatiser. Et tout cela a été grandement abîmé, mais ça existe toujours. Il y a encore des gens très très qualifiés en Europe. En Allemagne, encore plus qu'en France. En Angleterre, il y a de très 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 bons chercheurs. L'Europe est le marché au monde encore le plus solvable, malgré tous les problèmes qu'elle a. Parce que vous avez dû remarquer que l'Amérique n'est pas spécialement solvable. Elle est solvable parce que la Chine lui prête de l'argent. Mais le jour où la Chine l'a arrêté, c'est terminé. Et ce jour-là va peut-être arriver beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Quand la Chine n'aura plus besoin d'investir en Amérique pour se faire une culture technologique et industrielle, c'est ce qu'elle fait actuellement. Eh bien, la Chine développera, la Chine a déjà le premier supercalculateur au monde aujourd'hui, elle a parmi les meilleures équipes maintenant de développement logiciel, elle est en train de développer ses réseaux sociaux, etc. La Chine va bientôt gravement préoccuper les États-Unis. C'est déjà le cas, bien entendu, mais ça ne va pas du tout s'arranger. Que peut faire l'Europe? Eh bien, l'Europe, avec Minatek, par exemple, avec toutes sortes de structures, il y en a plein dans toute l'Europe, des structures de ce type-là, doit réélaborer un troisième modèle industriel. Le modèle industriel du capitalisme du XIXe siècle a disparu avec la Première Guerre mondiale. Il a été remplacé par le modèle industriel du consumérisme américain. Ce modèle industriel du consumérisme américain a craqué en 2008. Il ne fonctionne plus. Pour 1000 raisons. Les consommateurs ne sont plus heureux de consommer, ils se sentent addicts, et en plus ils ne sont pas solvables. Sans parler du fait qu'ils n'arrivent plus maintenant à motiver les jeunes générations dans les projets qui sont ceux de ce capitalisme hérité, et que cette jeune génération, elle est chômeuse à très 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 haut niveau, 45% en Espagne. Je ne connais pas la réalité en France, mais ça ne doit pas être très beau à voir, et ça ne va pas s'arranger. Il est indispensable, en effet, comme le disent Rocard et Larouturou, de mettre en œuvre une autre politique. Mais ce n'est pas simplement en disant qu'il faut imposer aux banques. Il faut le faire tout cela, ça j'en suis d'accord. Mais il faut le faire au service de quoi? D'une nouvelle politique industrielle. Et cette nouvelle politique industrielle, elle doit porter un nouveau projet planétaire d'économie, capitaliste ou pas. Je dirais que ça m'est presque égal. La question n'est pas là. Je dis que la question n'est pas là parce que, par exemple, en 1905, Lénine attaque Taylor dans un livre, dans un texte, où il dit Taylor, c'est vraiment le diable du capitalisme. Il dit c'est abominable de faire travailler les ouvriers comme ça. Et puis en 1923, il adopte le mode de production taylorien. Et donc, la question, ça n'est pas de savoir, c'est une question importante. Personnellement, je pense que le capitalisme disparaîtra un jour ou l'autre et que ce sera une bonne chose.
parce que je pense qu'il a beaucoup de défauts, mais je ne crois pas du tout à la disparition du capitalisme à brève échéance. Je dirais même que j'espère qu'il ne disparaîtra pas à brève échéance, parce que s'il disparaît à brève échéance, nous disparaîtrons avec lui. Parce que nous nous trouverons confrontés à une absence totale de modèle autre qu'un modèle extrêmement autoritaire. Et comme vous l'avez découvert avec le scandale de l'espionnage, par exemple, que pratique l'Amérique du Nord via les réseaux, eh bien aujourd'hui, une dictature et un système autoritaire deviennent extraordinairement efficients. Il faut donc que l'Europe retrouve son projet. L'Europe, c'est le berceau de la démocratie. La démocratie est née à Athènes, on répète ça sur tous les tons. Et elle s'est ensuite transformée à Rome, et puis ensuite ça s'est inventé en Angleterre, et puis en France, et puis finalement dans toute l'Europe. Et puis finalement, elle est allée migrer vers la démocratie américaine, comme l'appelle Tocqueville. Mais la démocratie n'est plus une démocratie aujourd'hui. La démocratie va très mal, et c'est pas moi qui vous le dis, c'est Al Gore. La raison assiégée, c'est un livre qui démontre qu'il n'y a plus de démocratie aux États-Unis. Que les États-Unis ne sont plus qu'une société de lobbyistes, où si vous n'avez pas le soutien des grandes banques, etc., vous ne pouvez rien faire. C'est le problème de M. Obama. Très sympathique, mais finalement, c'est pas grand-chose. Je soutiens, moi, et je le fais au nom aussi d'Ars Industrialis, qui est une association que j'ai créée en même temps que vous, d'ailleurs, en 2005, presque pour les mêmes raisons que vous. À cette époque-là, je faisais un séminaire avec 3 philosophes, au Collège international de philosophie, et puis j'ai publié un livre qui s'appelait Mes créances et discrédits, où je faisais déjà ces analyses-là, critique du capitalisme américain. À l'époque, on me prenait pour un fou. Donc, je disais dans ce livre que ça allait craquer, tout ça. Un dingue qui dit que tout ça a toujours marché, ça continuera toujours. À partir de 2008, on a tout à coup regardé avec certaines considérations, mais nous étions dans ce séminaire partagés sur le référendum sur la Constitution européenne. 2 d'entre nous votaient pour, 2 d'entre nous votaient contre. Par ailleurs, j'ai fait ce bouquin qui a eu beaucoup de succès dans toute l'Europe. D'ailleurs, j'ai fait des conférences un peu partout dans le monde. C'est un livre d'économie politique qui s'appelle Mes créances et discrédits. Et dans ces conférences, on me demandait toujours, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est bien, vous avez fait des analyses, des diagnostics, on partage votre point de vue, ou pas, bon, en tout cas, ça nous intéresse, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et donc, on a dit, on va faire une association. Parce que, au mois de janvier 2005, tous les 4, une 5e personne s'est ajoutée, c'est mon épouse, qui est juriste, et nous n'étions donc pas d'accord sur ce qu'il fallait faire pendant ce référendum. Nous nous sommes dit, pour ne pas nous fâcher, puisque nous n'allons pas voter de la même manière, nous créons une association où on débattra de qui avait tort et qui avait raison sur ce vote. C'est comme ça qu'est né Ars Industrialis. Mais avec une conviction, c'est que dans tous les cas, il faut développer l'Europe. Ars Industrialis, c'est une association européenne, c'est toujours présenté comme telle. Et il faut développer l'Europe sur la base d'une critique de l'économie politique pour développer un 3e modèle industriel qui repose sur les technologies nouvelles. Ce 3e modèle industriel, nous l'appelons l'économie de la contribution. Il se développe. C'est lui qui est à l'origine du dynamisme de Google et de toutes ces entreprises-là. Et ces entreprises sont des entreprises complètement contradictoires avec elles-mêmes. Google fonctionne sur la base de la contribution. C'est les fameuses données que nous y apportons, tous les documents que nous mettons, etc., les métadonnées que nous y... Et en même temps, il exploite ces données avec un modèle consumériste, et même hyper consumériste. Le marketing de Google est encore infiniment plus violent que le marketing qui se développait avec les industries culturelles analogiques. Je ne vais pas développer ça maintenant parce que je vais m'arrêter pour qu'on puisse discuter, mais j'en ai parlé cet après-midi à la Chambre de commerce de Grenoble. Un chercheur français qui vit en Suisse, qui est un des grands esprits d'ailleurs européens dans ces domaines, qui s'appelle Frédéric Kaplan, c'est un roboticien, a montré qu'il y avait des contradictions internes dans le modèle de Google et que ces contradictions ne pourraient pas se résoudre sans un changement de modèle. Nous soutenons que l'Europe doit effectuer ce changement de modèle, parce que le modèle actuellement tel qu'il se développe, c'est un modèle anthropique, c'est un modèle qui détruit la valeur qu'il produit, à mesure qu'il la produit. C'est-à-dire qu'il épuise, comme Total, si vous voulez, épuise les réserves pétrolières d'Afrique centrale, etc., eh bien Google épuise les réserves mnémoniques, psychiques, épistémiques des territoires qu'il exploite. Et il faut mettre en œuvre une nouvelle politique pour cela.
Cette nouvelle politique, c'est l'Europe qui doit la mettre en œuvre, parce qu'elle en a vraiment les moyens, et parce qu'elle y a tout intérêt. Si elle ne le fait pas, elle est morte. Je m'arrête là. Merci de votre attention. Merci, et à vous, au public, de réagir, questionner, s'interroger. La première question est toujours la plus difficile, mais voilà, très bien. Un petit micro qui arrive. D'abord, merci pour cette intervention qui est très intéressante. Par contre, je me pose une question sur qu'est-ce qui vous fait dire que la culture européenne, donc je dirais culture européenne qui permettrait de développer un modèle uniforme économique de la contribution, si je vous suis bien, et que cette culture permettrait le développement d'une telle économie. Alors, l'économie dont je vous parle, c'est une économie que j'ai découverte moi-même un peu par accident. Je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai eu comme ça des responsabilités de direction de différentes structures, dont l'INA. L'INA est une entreprise de 1000 personnes, à l'intérieur de laquelle il y a 350 archivistes et puis toutes sortes d'autres métiers, et 70 développeurs. L'INA était un des centres de recherche les plus avancés dans les technologies audiovisuelles il y a une vingtaine d'années. C'était le résultat d'une politique d'ailleurs voulue par l'ORTF, De Gaulle, Pompidou, etc. Avec des gens très très compétents. Et je me suis retrouvé, moi, directeur de toutes ces personnes-là. Et j'ai découvert, j'avais entendu parler un petit peu, mais je ne connaissais que de très loin, j'ai découvert les pratiques et les organisations du travail que ces ingénieurs, développeurs en informatique usitaient, si je puis dire, à savoir les pratiques du logiciel libre, de l'organisation du travail en logiciel libre. Donc vous savez certainement que le logiciel libre repose sur la non-propriété des résultats, le partage de tous les résultats, et le fait que un praticien du logiciel libre, en principe, n'est pas mis en position de consommateur. Il est invité à modifier ce qu'il pratique. Alors j'ai découvert cela, au début, j'étais dubitatif, parce que, par ailleurs, en tant que directeur général, moi j'avais à faire du chiffre d'affaires, gagner de l'argent. Et je me disais, mais comment je vais gagner de l'argent avec une telle démarche? Alors j'ai beaucoup discuté avec le polytechnicien qui dirigeait le centre de recherche de l'INA, qui m'a fait des démonstrations sur la rentabilité de cette façon de travailler. Puis ensuite, j'ai fait une petite tournée en Europe. Je suis allé visiter des entreprises allemandes, par exemple, qui travaillaient en logiciel libre. Et j'ai découvert qu'en fait, il y avait tout à fait une solvabilité du logiciel libre, qui ne repose pas du tout sur la propriété, mais sur le service. Et que, par exemple, une entreprise à Berlin qui s'appelait Convergence, de 70 personnes aussi d'ailleurs, gagnait très très bien sa vie avec une organisation en logiciel libre. Ensuite, j'ai quitté l'INA, j'ai été nommé directeur général de l'IRCAM. L'IRCAM, il y avait exactement le même nombre de développeurs et de chercheurs. Et ils étaient aussi en logiciel libre. Et là, en plus, je commençais à avoir une culture du sujet, donc je commençais à y croire vraiment. Et avec mon actuel directeur adjoint de l'institut que j'ai constitué au Centre Pompidou, nous animions quelque chose qui s'appelle le Forum IRCAM. Le Forum IRCAM, c'est une communauté de tous les utilisateurs des logiciels produits par l'IRCAM. Il y a 8 logiciels. Enfin, à l'époque où j'y étais, maintenant je ne sais pas. À l'époque où j'y étais, l'IRCAM avait 8 logiciels, dont un logiciel phare qui est très connu. Tous ceux qui connaissent le son le connaissent, ça s'appelle Max MSP.